Alors, Benjamin Gandouin. Gandouin, tu es co-secrétaire national de Solidaires Finances Publiques et tu as coécrit l'intelligence artificielle aux impôts aux éditions Sileps. C'est bien ça. Voilà. Pierrick Marissal, tu es journaliste Ouais. à la rubrique Capital Travail et tu es spécialiste notamment de la tech et des Ouais. conséquences que ça a sur nos vies. Et je te laisse mener l'entretien. Moi, je vais surtout être là pour lire le chat si jamais je vois des trucs intéressants. Et puis, je serai un petit peu aussi le naïf de l'histoire. S'il y a des trucs que je comprends pas, je vous interromprai pour dire attendez, ça veut dire quoi ça Voilà. Non, mais très juste. Ouais, lié aux impôts, c'est important parce que c'est un gros service public. Ça touche tout le monde. Et c'est aussi un laboratoire, en fait. Vous avez été quand même vachement un laboratoire de toute la modernisation des services publics. Vous avez subi la plateformisation, la start-upisation des services publics. Et là, du coup, plus ou moins récemment, d'ailleurs, pas forcément si récemment que ça, l'intelligence artificielle. Voilà. Et, du coup, l'intelligence artificielle aux impôts, il y en a plein, en fait. Plein de services différents, plein d'outils différents. Est-ce que tu peux déjà nous donner quelques idées, quelques billes de ce que ça peut vouloir dire, quoi. Quel type d'IA il y a aux impôts? Ok, ouais, alors peut-être pour donner quelques éléments de contexte, effectivement, comme tu l'as rappelé, ça fait une dizaine d'années en fait que notre administration, donc la Direction Générale des Finances Publiques, la DGFiP, a investi dans les nouvelles technologies, on va dire. On parlait d'intelligence artificielle en 2010 avec des techniques de data mining. En 2024, on parle d'intelligence artificielle avec l'apprentissage automatique et notamment les IA génératives. Donc ça, c'est un panorama des outils techniques, mais on a donc la volonté de notre administration, de la DGFiP, d'investir dans ces outils pour moderniser l'action publique. Voilà, et aussi pour, avant tout, pour supprimer des emplois. C'est on va sans doute développer et y revenir. Et donc, on a historiquement, on est une administration donc, qui centralise un grand nombre de données, patrimoniales, fiscales, bancaires. On a des échanges aussi de données avec d'autres administrations. Et c'est un terrain de jeu, entre guillemets, ça se prête bien aux nouvelles technologies pour brasser de la data et tout ça. Et donc, un des premiers projets, c'est dans le contrôle fiscal, le projet CFVR, contrôle fiscal, valorisation, requête, qui consiste à croiser les données de manière industrielle et à détecter, élaborer des schémas de fraude, essayer de trouver des corrélations dans les données pour avoir un profil type de fraudeur. Donc ça, c'est le projet historique. Pour citer d'autres projets donc emblématiques et matures chez nous, parce qu'il y en a beaucoup à l'état expérimental, comme tu l'as dit, on a le projet Foncier Innovant. Donc ça, c'est celui qui a été hyper médiatisé. Ouais, on va voir une vidéo après. Voilà. Sujet. Ouais. Donc je fais pas plus long, mais en gros, pour vulgariser, c'est la détection des piscines par Google. Nous, on le dit comme ça. Ouais. Mais en vrai, ce projet, il y a beaucoup plus de choses derrière. On le verra tout à l'heure, donc je développe pas. Et un autre projet aussi qui est mature, mais qui n'a été beaucoup moins médiatisé parce que c'est plus un outil interne. Parce qu'en fait, notre administration, donc on a plusieurs missions de service public. Hein. On a le contrôle de la fiscalité, on a l'encaissement, les finances publiques, les dépenses et recettes de l'État, la mission domaniale, la mission foncière, cadastrale. Et donc là, sur la dépense de l'État, on a un outil qui permet de sélectionner automatiquement les factures qui seraient à risque. Et l'idée, c'est d'améliorer les délais de paiement derrière. D'accord. Donc on a une IA qui, à partir de l'historique des factures à risque passées, on lui injecte ça, est capable, en tout cas donne des listes à traiter aux agents avec les factures qui pourraient présenter un enjeu. Je ne le développe pas, mais... Ok. Voilà. Alors du coup, quand on est un usager des impôts, souvent on n'a que impôts.gouv face à nous. Est-ce que là, il y a de l'IA? Parce qu'il y a aussi, c'est 12 millions de messages que les usagers envoient chaque année via impôts.gouv à vous. Et du coup, qui répond? Est-ce que c'est une IA? Est-ce qu'il y a déjà de l'IA là? Comment ça marche? Alors, toujours pareil, avec cette précaution de sémantique, on va dire, parce que nous, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'administration communique avec le terme intelligence artificielle, puisque elle, en affichage à l'extérieur, ça modernise vraiment notre administration qui est reconnue
Voilà, c'est le numérique et tout. Et du coup, pour répondre à ta question, il y a un projet concrètement en 2019 qui s'appelle e-Contact Plus. C'est un projet de chatbot. Donc le grand classique du chatbot où toutes les administrations ont voulu le leur, ça a été la grande mode avant que ChatGPT arrive. On n'est pas sur les mêmes technologies actuelles de LLM, hein. C'est plutôt des outils d'analyse sémantique, je ne rentre pas dans le détail. Mais en gros, pour revenir sur l'usager qui arrive sur impôt.gouv, effectivement, il y a déjà un chatbot. Pour l'aider, quand il veut communiquer avec l'administration, il utilise sa messagerie sécurisée. Et ce chatbot qui s'appelle Ami, donc là, nous, on aime bien, ils ont toujours l'art de trouver le bon bel acronyme. Donc Ami, ça veut dire messagerie, alors je ne sais plus exactement. Assistant de messagerie impôt. Voilà. Donc est-ce que c'est c'est le meilleur ami du contribuable? En gros, il permet d'orienter, de répondre à des questions simples aux usagers. Par exemple, de quel formulaire j'ai besoin pour faire un don manuel, des trucs comme ça. Donc ça, il va les orienter et leur répondre automatiquement. Derrière, il y a aussi le projet de faciliter, enfin faciliter du coup, pas forcément, mais en tout cas de proposer des réponses pré-rédigées aux agents pour qu'ils puissent répondre plus rapidement aux mails des usagers et usagères. Tu l'as dit, 12 millions de mails par an, c'est aussi un des effets du tout numérique. Ouais. C'est-à-dire que notre administration est allée vers avec Cap 22, le programme Cap 22, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'était l'objectif ambitieux que toutes les démarches administratives soient possibles d'être faites en ligne, et c'est devenu un peu la norme en fait, derrière. Et du coup, le moyen de contact de l'administration principal, c'est devenu le mail, enfin le numérique. On a peu à peu réduit les accueils physiques. C'est sur rendez-vous, et donc maintenant, c'est vraiment le mail, le moyen privilégié pour les usagers pour contacter. Donc ça, voilà, e-Contact, c'est un projet chatbot IA, mais qui a coûté quand même 8 millions d'euros. Voilà, on pourra comparer avec le nouveau e-Contact. Ouais, ça, on fera après parce qu'il y a toutes les promesses de l'IA. C'est super intéressant avec votre exemple et puis le recul quoi, que vous avez de comparer les promesses, toutes les promesses qu'on nous fait et la réalité, que ce soit de l'efficacité. Mais déjà, est-ce que du coup ce chatbot Contact IA, il est efficace? Est-ce que Ami se plante ou pas? Alors, est-ce que vous avez un taux de réponse frauduleuse ou... En fait, là, ta question, en fait, je pourrais y répondre en fait si l'administration jouait vraiment le dialogue social avec nous. Il faut savoir que tous ces projets-là d'intelligence artificielle ou de nouvelles technologies, donc l'introduction d'une nouvelle technologie dans le monde du travail, qui normalement doit être présentée dans nos instances de dialogue social, devrait faire l'objet d'attention pour les conditions de travail des agents, les études d'impact. On n'a absolument aucune information, aucun bilan. Donc ça commence toujours par des expérimentations. Les bilans sont fournis soit tardivement, mais ne nous sont jamais communiqués. On peut les avoir, mais par les journalistes la plupart du temps. C'est-à-dire que par exemple, c'est encore un autre projet, donc je ne vais pas le détailler tout de suite, mais on a eu le bilan par Le Monde sur l'article 154 du contrôle fiscal, c'est la collecte automatique sur les réseaux sociaux de toutes les données. Ouais. Donc qui était en expérimentation. Donc l'idée d'aller sur Facebook, Instagram, Le Bon Coin. Au final, c'est plutôt Le Bon Coin qu'ils ont pris parce qu'en fait, on ne pouvait pas récupérer les informations sans avoir de compte. Et on pouvait accéder aux informations publiques. Et du coup, l'efficacité derrière est assez mince. Ouais. Assez mince. Et donc, pour revenir, on n'a absolument aucune information. Et donc, les chiffres que je vous donne, néanmoins, sont quand même sourcés et précis. On arrive à les avoir en cherchant sur Internet, donc en faisant un peu du renseignement ouvert, et notamment grâce à la DINUM. C'est un acteur assez important dans tous ces projets-là. C'est la direction interministérielle du numérique. Donc, elle ne pilote pas, mais elle anime et elle coordonne, on va dire. Et elle publie surtout les contrats qu'elle passe avec les administrations qui veulent bénéficier du financement pour les projets. Parce que tous ces projets-là bénéficient d'un financement public. On parle en millions d'euros. Donc là, j'ai dit 8 millions pour le chatbot. Il faut savoir, pour le foncier innovant, on en est à 33 millions d'euros, plus les 2 millions d'euros de maintenance par an. Ça, c'est intéressant. Mais ouais, voilà. Et donc, toutes ces infos-là, on les a parce que la loi oblige, en tout cas pour les projets supérieurs à 9 millions d'euros, on est obligé l'administration est obligée de
de montrer qu'elle peut avoir des gains de productivité Ouais. avec ces projets-là pour toucher le financement. Et ces gains de productivité sont fléchés, marqués noir sur blanc dans ces contrats. C'est par exemple pour le foncier innovant 300 ETP, équivalent temps plein, qui vont être supprimés. Donc ça, c'est c'est 300 vraiment, postes, quoi. Voilà, 300 postes. Ouais, okay. Alors ça peut être redéployé, hein, c'est pas des 300 suppressions sèches. Ces documents officiels qu'on va aller chercher montrent bien aussi le réel objectif du déploiement de ces projets. Nous, on n'est pas technophobes, hein. Parce que là, dans notre discours, on va peut-être apparaître comme des gens opposés aux outils numériques, aux nouveaux. Mais en vrai, nous, déjà, dès le départ, cette absence de transparence et d'opacité totale sur les projets, plus le fait de ne pas avoir les infos et que ça soit conditionné à des suppressions d'emplois, c'est juste pas possible. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut regarder du coup peut-être la vidéo sur le foncier innovant ? Tout à fait. J'espère que ça va marcher avec les problèmes de son qu'on a eu. Ouais. Ça permettra de rentrer. Attends, je vais mettre le casque. Donc on en a 22 000. Moi, je l'ai pas dans mon casque, mais si vous l'avez, ça va. Derrière les fenêtres de ce bâtiment, une trentaine d'agents de l'administration fiscale. On la regarde maintenant, vous voulez ? Ouais, vas-y. Comme ça, après, on peut en discuter en rentrant dans le détail. Parce qu'il y a des promesses là-dedans. Derrière les fenêtres de ce bâtiment, une trentaine d'agents de l'administration fiscale, les yeux rivés sur les écrans, en pleine cyberchasse. Grâce à une intelligence artificielle, ils détectent en quelques minutes toutes les piscines des particuliers non déclarées. Ça, c'est vraiment ce que l'Institut national géographique et forestier nous envoie. Donc des images de 5 km sur 5 km. Donc on en a 22 000, parce que voilà, ça couvre tout le territoire national. On va déployer notre IA qui va analyser bloc par bloc cette image-là et détecter toutes les piscines. C'est-à-dire qu'on va pouvoir croiser ces points-là au plan du cadastre et aux déclarations des contribuables. Et donc grâce à ça, on est en mesure d'identifier l'ensemble des piscines sur le territoire national et pouvoir détecter s'il y a des anomalies déclaratives, c'est-à-dire si un particulier a bien déclaré sa piscine ou non. Une traque numérique qui a déjà permis de déceler 125 000 piscines illégales pour un montant de 40 millions d'euros. En moyenne, sur 100 piscines que l'algorithme détecte, il y en a une dizaine qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation, d'une taxation aux impositions, à la taxe foncière notamment, ou à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. On avait déjà ce type d'outils auparavant, mais là vraiment, l'apport de l'intelligence artificielle, c'est vraiment d'industrialiser les processus de détection pour pouvoir aller plus vite. Un outil prometteur pour le fisc, car en matière d'équipement piscine, la France est au 2e rang mondial derrière les États-Unis. Dans le viseur des autorités, les bassins de plus de 10 mètres carrés qui doivent être déclarés par les particuliers, en mairie puis aux impôts. C'est bon, je pense. On a la base du message. Donc, ce qui est intéressant, c'est là, il dit, le responsable du projet, que ça a rapporté déjà 40 millions d'euros. Mais en fait, déjà, le truc a coûté 33 millions à développer, plus 2 millions de maintenance par an, quoi. C'est ça. Et je sais pas si tu veux que je rebondisse, mais voilà. Tu peux te rapprocher un poil du micro. Avec 300 emplois en moins. Voilà, et donc ce sont des projets externalisés. Voilà. On va y venir. Ouais, allons-y. Alors on peut y aller maintenant, mais en fait, donc là pareil, les infos, on les a eues par une demande CADA d'un journaliste sur les marchés publics, et donc c'est comme ça qu'on a eu le montant de ce projet. Une demande CADA, on rappelle, c'est j'ai plus l'acronyme en tête, mais Commission d'accès aux documents administratifs. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est en fait l'administration, tous les services publics produisent des données publiques, et vous êtes en tant que citoyen, vous pouvez demander un certain nombre de données qui normalement l'administration, notamment avec la loi pour une république numérique de 2018, la loi Le Maire, doit publier ces données-là, notamment les marchés publics, a fortiori quand ils ont été financés par de l'argent public. Et donc, tout ça pour dire que les 33... effectivement, que c'est externalisé donc, à une société, c'est un cabinet de conseil privé, Capgemini, qui a pris la tâche de Google, parce qu'il faut bien voir qu'en fait, en matière de savoir-faire algorithmique, ce qui se fait de mieux, en tout cas la maîtrise de ce savoir-faire, notamment pour la reconnaissance d'images, au cas particulier de ce projet-là, c'est dans la Silicon Valley qu'on maîtrise, et donc c'est Google le prestataire pour la partie reconnaissance d'images. Donc pour un petit peu rentrer dans le... En fait, ils utilisent les orthophotos, donc produites par l'IGN, c'est-à-dire ce sont des photos de vue aérienne, mais qui sont mises à jour tous les 3 ans.
Et à partir de là, les algos de reconnaissance de Google sur leur, vont essayer de détecter les taches bleues, en gros, pour schématiser. Et derrière, ces données-là, on va les croiser et voir si la piscine a été, avec nos données fiscales, sur notre cloud à nous, par contre, le cloud interne de l'administration, voir si elles ont été déclarées ou pas. Ce qui est intéressant dans le reportage aussi, c'est la manière dont ils perçoivent ça comme un outil magique, puisqu'en quelques secondes, on voit bien que voilà, ils sont dans cette dynamique de dire ça va très vite et qu'on industrialise les tâches. Donc, il y a le mot. Ouais, il y a le mot, et donc à partir du moment où on industrialise, il faut que les travailleurs se mettent en ordre de bataille. En tout cas, il y a des impacts sur les organisations de travail. Et du coup, là, ce qui s'est passé concrètement sur la détection des piscines, qui était pas forcément la priorité des géomètres. Hein. Là, c'est clairement une commande publique. On va essayer l'IA et on va faire ça sur la détection des piscines. Il n'y a personne qui est contre. Hein. On est plutôt pour que les gens qui détiennent des piscines déclarent. Et donc, je me suis un peu perdu là, mais... Mais sur l'industrialisation. Ouais, voilà, ça a des impacts. Donc là où le géomètre est plutôt, il a une mission topographique, il va sur le terrain, il fait des levées de saisie sur le terrain, avec toute la précision et le savoir-faire qu'ils ont. Hein. Ils ont une formation vraiment dédiée à ça, et souvent, lorsqu'ils veulent être géomètres, c'est... je ne vais pas dire une passion, mais c'est un... Je ne sais plus comment on dit le mot, mais c'est ce qu'ils veulent faire dans la DGFiP. Du coup, là, on se retrouve avec des photos aériennes où il y a eu, dans un premier temps, en tout cas, il y a eu pas mal d'erreurs, pas mal de faux positifs, avec, le plus connu, c'est les bâches bleues qui étaient reconnues comme des piscines. Et ça, on peut peut-être revenir justement à l'origine de ça, parce que dans la chaîne de la sous-traitance, c'est quand même super intéressant. Donc, c'est de l'argent public qui sert à supprimer des fonctionnaires, enfin, techniquement, des postes de fonctionnaires. Donc, passe commande à Capgemini, qui passe commande à Google, et qui, dans la chaîne de sous-traitance, au bout du bout, on arrive à Madagascar, où là, dans du travail plus ou moins informel, on a des personnes qui détournent des taches bleues sur des photos satellites. Donc ça peut être effectivement... et c'est là que se fait l'entraînement, en fait, ce qu'on appelle l'entraînement final de l'intelligence artificielle. Et donc la question d'ailleurs, c'est est-ce qu'on sait à quel moment... l'IA fonctionne à peu près toute seule, ou est-ce qu'il y a encore du travail de réentraînement, de rentraînement permanent, ou de correction? Là, clairement, alors c'est très intéressant ce que tu soulignes, c'est-à-dire on voit bien, je vais répondre à ta question, mais on voit bien qu'il n'y a pas de suppression d'emplois sèche. C'est-à-dire on n'a pas enlevé 300 géomètres sur 5 ans comme c'était fléché dans le document. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un déplacement du travail. Donc on voit, ça a été c'est l'objet des travaux de Antonio Casilli, un sociologue qui a travaillé dessus, de Clément Leludec et Maxime Cornet, qui eux ont fait l'enquête sur le terrain et qui ont rencontré ces gens. Ces gens, mais qui ne sont pas forcément en contact direct avec Capgemini. Ils passent par des prestats intermédiaires, ce qui fait que toute la chaîne de sous-traitance est très difficile à identifier effectivement sur l'IA. Et tout ça pour dire que le travail d'annotation, de redessiner la piscine, les contours, c'est du travail que pourrait faire un agent, même si c'est du travail précaire pour le coup. On voit bien qu'en fait l'IA génère du travail humain, paradoxalement. Alors du travail chronophage dégradé, précaire, et qui ne valorise pas du tout comme ils le disent dans le discours officiel, c'est-à-dire on va vous enlever les tâches répétitives et vous mettre sur les tâches à valeur ajoutée. Là concrètement, donc l'entraînement, et il y a réentraînement l'année d'après bien sûr. Hein. Alors, a priori, depuis que ça a été médiatisé, ils auraient revu le truc à la baisse et c'est réinternalisé, je crois, par une start-up. Je me retourne vers Damien, mais je crois que c'était une start-up française qui avait repris le bébé. C'est pour ça qu'eux, ils ne réexternalisent pas derrière. En même temps. Peut-être, on ne sait pas exactement. Mais du coup, les effets sur l'exercice des missions des géomètres et leurs conditions de travail, c'est qu'ils ne vont plus sur le terrain pour la détection des piscines. Ils font ça depuis le bureau. Et ça se résume en quoi? Ils ont des listes. Est-ce que c'est une piscine, pas une piscine? Ils cliquent. Si c'est une piscine, est-ce qu'elle est taxable, pas taxable? Parce qu'il y a toujours cette idée qu'il doit rester un humain dans la boucle. Alors pour des tas de raisons, hein. Ils aiment bien le mettre en avant comme argument premier pour montrer que l'IA ne fait pas tout toute seule. Hein, il reste toujours un humain dans la boucle. C'est aussi parce que la CNIL l'exige quand même, plus ou moins.
Voilà, mais donc le travail reste quand même assez inintéressant sur cette partie-là, où ils vont moins sur le terrain et où on a aussi pas forcément la qualité qu'avait le travail du géomètre. C'est-à-dire des images aériennes, il peut y avoir des problèmes pour les débords de toit, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a un toit qui... par vue aérienne, qu'est-ce qu'il y a en dessous, les effets de parallaxe aussi. Ouais. Les ombres. Je l'ai placé. Les ombres, voilà, Les ouais. Non, avec Damien, c'est un running gag là-dessus. Ouais, parce que finalement, en plus, cet outil, il a pour objectif à être étendu à l'ensemble du cadastre. Donc il y a plusieurs volets dans le foncier innovant. Tu fais bien de le dire. Donc les piscines, ça marche plutôt bien maintenant. Je crois qu'on est de l'ordre de 4% de taux d'erreur, parce qu'il reste encore quand même des trucs à apurer. Mais voilà, les taches bleues, ça se détecte plutôt facilement. À force, on y est arrivé. Par contre, le deuxième volet, c'était le report au plan, en fait. Et là, pour le coup, il y avait une volonté qu'on puisse avoir un report automatique de ce qu'avait détecté l'IA dans le dessin sur le plan cadastral. Ils sont sur la partie bâtiment isolé. C'est-à-dire les dépendances, les garages, la partie extension bâtimentaire type véranda, on oublie tout de suite, ça marche pas du tout et ce sera très très compliqué sans doute pour la suite. Donc ils ont recentré le gros des forces sur la partie bâtiment isolé. Et là ça marche plutôt très moyen. Alors j'ai plus les stats en tête, mais c'est de l'ordre de 50%. Ouais, 50% d'erreur. Voilà. Ouais. Et donc il y a cette idée de... par contre ils sont en train de le faire, ils sont en train de généraliser ce procédé-là. Et on a clairement l'acceptation, perte de la qualité du plan cadastral. Quitte à utiliser les outils technologiques, voilà, on aura un plan. On perd de qualité de service public, parce que les agents perdent de qualité de travail. À l'international, on a quand même le plan cadastral, c'est un fleuron, on va dire, de notre administration, de la France. Le plan cadastral. Peut-être qu'on peut rappeler ce que c'est le plan cadastral. Peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui ne visualisent pas très bien ce que c'est. Le plan cadastral, c'est l'ensemble des parcelles des propriétaires, sur un terrain, les délimitations, et c'est ce qui permet de délimiter la propriété. Voilà, donc oui, effectivement, on en parle comme ça, comme si c'était inné, mais ça date de Napoléon. Et c'est aussi un vieux... là, je parle des travaux avec qui on a bossé avec le Media Lab aussi de Sciences Po, où eux, ils avaient montré que c'était aussi un vieux rêve d'enlever ce truc-là de la fiscalité, de cadastre et fiscalité, de le décorréler. Mais bon, voilà. Ok. Et du coup, voilà, ça c'est les premiers témoignages que j'avais récupérés chez vous. Hein, c'est les géomètres quoi, qui disaient mais j'ai pas fait toutes ces études de géométrie pour me retrouver à cocher des cases pas de géométrie, de géomètre, à cocher des cases. C'est ça, c'est des rectangles après. Ouais, ou à dessiner des rectangles sur ils sont censés être sur le terrain. D'ailleurs, on les voit normalement dans la rue. Du coup, voilà, c'est vraiment quand même une qualité de travail en baisse, quoi. Et du coup, ça, c'est on peut enchaîner là-dessus. Vous avez justement interrogé, fait une étude solidaire informatique. Oui. Informatique, finance publique, pardon. Alors, finance publique, c'est vrai qu'en ce moment, on nous confond avec informatique. Ils sont dynamiques aussi. Ouais, on bosse avec eux aussi. Hein. Et puis ils bossent sur le sujet aussi. Ouais, donc. Tout à fait. Ouais, du coup, sur cette étude sur l'impact de l'IA sur tes missions et conditions de travail à la DGFiP, et du coup, avec plusieurs questions posées, et notamment, là, ce qui est intéressant, c'est que ça va pouvoir permettre, tiens, si tu cliques sur le lien, genre voir, par exemple, Théo. C'est notre site. Celui-là, là. Ouais. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est... Est-ce que c'est assez gros, le chat? Peut-être grossir un peu. Quand tu passes en page 2, par exemple, tu as un peu des questions, souvent... c'est les questions... Alors là, tiens, c'est le cas pour... Ça, tu vas pouvoir naviguer comme tu veux sur le... Tiens, la souris. Merci. C'est le cas... par exemple, à la DGFiP, mais c'est aussi le cas quand les patrons sont interrogés sur pourquoi vous voulez de l'intelligence artificielle dans votre entreprise. C'est comme ça mes salariés ils pourront passer plus de temps à se concentrer aux tâches à forte valeur ajoutée, ils vont gagner du temps, ils feront des tâches moins répétitives, ils seront plus productifs, etc. Et du coup, avec les informations que vous avez recueillies notamment, ce qui est intéressant, ça va être un peu de battre en brèche un peu tous ces trucs-là. Et
Et du coup, là, la première question là, qu'on voit sur l'écran, l'utilisation de l'IA te permet-elle de te consacrer à d'autres tâches plus intéressantes? Quand même, plus de 85% de non. Ouais. C'est quand même fou. Ouais, alors cette enquête, on l'a envoyée, on va être transparent sur les chiffres, nous. Donc on l'a envoyée à plus de 90 000 agents de la DGFiP et on a un panel de 4199 de personnes qui ont répondu. Sur ces 4199 personnes, seuls 20% ont de l'IA au quotidien dans leur mission. Donc ça reste encore... un peu plus de 1000 personnes, quoi. Voilà. Et sur ces 1000 personnes, donc on a 85% qui répondent que effectivement, ça ne correspond pas à ce qu'avait vendu l'administration. Hein. On va vous enlever des tâches répétitives pour des tâches à valeur ajoutée. Et on voit bien que dans un certain nombre de missions, ils se retrouvent avec des listes en fait des listes à traiter. C'est souvent ce qui revient. Ça se formalise vraiment. Pour eux, l'IA, c'est des listes. Parfois même, ils disent eux-mêmes que c'est pas de l'IA. Je pense notamment au contrôle fiscal où concrètement, ils se retrouvent avec des listes. C'est des tableurs avec les listes de sociétés ou de particuliers à contrôler, puisqu'il faut savoir que la programmation du contrôle fiscal, il y a à peu près la moitié chez les professionnels qui est faite par IA. Ouais, c'est-à-dire qu'un contrôleur fiscal doit contrôler, enfin, dans ce qu'on lui dit de contrôler, c'est 50% de ses contrôles sont dictés par l'IA. Ouais, c'est ça. Alors, c'est même, tu fais bien, dicter, c'est peut-être un peu fort, mais en fait, c'est un objectif en soi. Ils sont obligés de faire au moins 50% de ces contrôles-là. C'est devenu un objectif, il y a même un indicateur pour qu'on fasse 50% de contrôles qui ont été programmés par IA. Et donc chez nous, il y a les programmeurs, ceux qui habituellement, à l'aide de la connaissance du tissu fiscal local, c'est-à-dire, je sais pas, ils sont dans les Yvelines par exemple, ils connaissent bien le tissu d'activité, ceux qui exercent, ils ont du renseignement humain. Ils mutualisent avec d'autres services, la CAF, tout ça, ils recoupent et ils arrivent à faire des fiches de programmation qui, derrière, ils proposent aux vérificateurs, qui, eux, vont sur le terrain pour contrôler, ou pas. Et donc ça, on appelle ça, nous, la programmation d'initiative. Et il reste encore 50%. Et là, avec les objectifs qui ont été assignés par la direction générale, donc il y a 50% par IA, ce sont des listes qui arrivent avec quelques critères. Et il faut savoir qu'en termes d'efficacité, précisément sur ce point-là, en 2022, 52% des contrôles des professionnels programmés par IA ont été effectués pour ramener 13,4% des droits et pénalités, c'est-à-dire les sommes qu'on réclame suite à contrôle. Il y a une ardoise, les droits et pénats. Et seulement 13%. C'est-à-dire que l'essentiel, les 87%, c'est part de la programmation faite. Voilà. Mais il faut aussi savoir que les stats, excuse-moi, parce qu'il faut que je l'oublie pas ce truc-là, mais les stats sont en plus gonflés. C'est-à-dire que les programmations faites par IA, parfois le programmeur va avoir cette liste à traiter pour l'affiner, et parfois un des critères qui était proposé par le data mining correspond pas. Il va en trouver un autre axe de recherche. Il va le proposer, mais du coup cette fiche, alors que c'est plutôt l'humain qui l'a enrichi, cette fiche va quand même être topée pour les stats en tant que fiche data mining. D'accord. Si je résume pour bien comprendre, sur en gros la totalité des contrôles fiscaux, il y en a la moitié qui ont été suggérés, poussés par l'IA, et sur ces 50%, il y en a seulement 13% qui étaient nécessaires, quoi. C'est ça ? C'est la somme totale. C'est la somme totale. Ouais. Que 13%. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est que, en gros, c'est 2 milliards d'euros sur 12. On va me dire que je ne sais pas calculer, mais j'ai ce chiffre-là en tête, ce qui prouve que quand même, la finalité, c'est quand même ce qui rentre. Et aussi, on s'est aperçu donc, que alors c'est un travail centralisé, puisque là, les listes arrivent directement de la centrale. Et c'est du travail prescrit. On le donne aux agents à traiter. Et donc, on arrive sur une industrialisation. Donc, effectivement, avec toutes les données qu'on a, la masse de données qu'on a, comme on en a parlé tout à l'heure, l'IA trouve des axes de recherche, parfois plutôt pertinents, je ne sais pas, mais en tout cas, elle fait du chiffre, elle fait du quantitatif. Elle arrive à détecter pas mal de dossiers, mais pas sur la promesse qui a été faite, c'est-à-dire sur la fraude complexe. Ce sont des fraudes plutôt simples, qui auraient pu être détectées par des agents. C'est quoi ce que tu appelles fraude complexe et fraude simple ? Alors, fraude simple, ça va être par exemple minoration de recettes, c'est-à-dire tu déclares pas l'ensemble de tes recettes, ou sur les remboursements
remboursement de crédit de TVA. Là, on parle pour les entreprises. Pour les entreprises, et pour les particuliers, c'est pour le patrimoine, par exemple, pas avoir déclaré tout son patrimoine. Fraude complexe, ça va reposer plutôt sur des éléments qui sont absents dans les données. Quand la fraude est plutôt bien faite, voilà, c'est fraude au carrousel, qui est la plus connue et qui fait le plus mal, celle-là. Voilà. Alors, par contre, je ne suis pas assez spécialiste pour en parler de celle-là. Je sais juste la citer. Mais il faut savoir que voilà, sur la fraude complexe, même la direction générale chez nous l'admettent. C'est vraiment un axe où ils veulent progresser là-dessus. Et du coup, ils se retournent vers le terrain. Donc, ils demandent des gens du métier qui ont l'expertise. Vraiment, les vérificateurs, ils ont un savoir-faire, une expertise, et on va leur demander sans doute de travailler avec les data scientists, meilleure coopération. Et si on prend d'un point de vue plus global, par exemple dans la lutte contre l'évasion fiscale, alors les chiffres de Solidaire, c'est de dire qu'il y a entre 80 à 100 milliards par an qui s'évadent, et la fraude fiscale, c'est principalement des multinationales et c'est que des schémas complexes. Ouais. Exactement. Et par exemple, il y a pas très longtemps, c'est McDo qui a été redressé pour 1 milliard. C'est vraiment pas rien, 1 milliard, mais c'est pas une machine qui aurait pu le faire. Et ça pose aussi un autre problème, je trouve, c'est que le fonctionnement d'une intelligence artificielle, ça repose sur les données du passé. Et donc, en fait, l'IA, elle n'est capable que de retrouver les fraudes qui sont dans un schéma qui a déjà été identifié. Et donc, tous les nouveaux schémas, toutes les choses qui sont inventées en fonction d'une nouvelle niche fiscale, des Pays-Bas qui bougent tel truc, etc. Ça, l'IA, elle l'a pas en données. Et du coup, elle va pas pouvoir le détecter. Donc, ça risque d'être tout un pan, en fait, de l'évasion fiscale haut de gamme qui va passer sous les radars. Oui, tout à fait. C'est un peu ce qui est reproché, c'est-à-dire que c'est vraiment faire du quantitatif plutôt que du qualitatif. C'est vraiment ce changement de philosophie. On fait du chiffre, ce qui peut peut-être quand même poser... on se questionne sur des soucis d'équité fiscale, parce que taper sur les petits fraudeurs, il le faut. Il faut occuper le terrain. Voilà, la petite fraude, c'est aussi... il faut aussi. Mais qu'il y ait une asymétrie entre la fraude dont tu as parlé, avec des mécanismes complexes, et que ça passe sous les radars. Clairement, je rentre pas dans les détails sur autre chose, mais ça passe sous les radars. Et ça, faut de l'humain qui enquête. Là, on voit effectivement, elle peut détecter les petites piscines, mais pas effectivement les grosses fraudes. Et ça peut amener à l'autre question, parce que là, si on revient au contrôleur, quand tu disais c'est du travail prescrit, on voit là, question d'après, seuls 9% des enquêtés pensent que l'IA donne plus de sens à leur travail. Donc, ça fait plus de 90 qui sont en perte de sens à cause de l'IA. Ouais. Alors, perte de sens, après, on va nous dire que c'est subjectif, mais c'est le ressenti du panel qui a répondu à cette enquête. Perte de sens, pourquoi ? Parce qu'ils ont donc des tâches, finalement, déjà, on les oblige à utiliser ces outils qui sont déployés sans associer les personnels, sans leur demander, alors que c'est eux c'est leur propre outil de travail, et qu'ils ont une expertise, un savoir-faire. Et ce truc-là, ils n'ont pas de reconnaissance. On leur pond un outil de centrale, mais vraiment de manière verticale, on ne leur demande pas leur assentiment. Il n'y a pas de formation. On pourrait montrer aussi... 85% des agentes et des agents ne bénéficient pas de formation lorsqu'il y a un nouvel outil d'IA qui arrive dans leur mission, ce qui prouve qui renforce l'idée d'opacité, l'idée c'est un déni de leur savoir-faire, de leur expertise. Et donc là, la perte de sens de travail, c'est ça, c'est de devoir faire du chiffre, répondre à des objectifs statistiques. Encore une fois, sur le contrôle fiscal, donc où l'objectif en soi du service, c'est faire de la programmation par data mining à 50%. Pour les dépenses de l'État, c'est de valider un certain nombre de factures. Sur le foncier innovant, pareil, il faut un certain nombre de trucs par IA, de plus aller sur le terrain. Au fur et à mesure, il y a une perte de proximité aussi. On va plus sur le terrain, on n'est plus en contact non plus avec les collectivités territoriales. Les géomètres étaient aussi en contact avec les collectivités territoriales. Et tout ça font que traiter des tâches répétitives, des listes,
ne pas être reconnu aussi, cette absence de reconnaissance. Il y a vraiment un sentiment aussi parce que les agentes et les agents de la DGFiP ont vraiment envie de bien faire leur travail. Vraiment, si ça tient jusqu'à maintenant, parce qu'on a été vraiment à l'os au niveau des suppressions d'emplois. Vous avez perdu 30 000 suppressions d'emplois depuis 2008. C'est notre ministère, notre direction qui a le plus morflé, qui a le plus payé. Voilà, et notre utilité de faire rentrer les recettes, enfin on le voit actuellement avec le budget de l'État, enfin elle est plus approuvée. Et donc c'est grâce à ces agentes et ces agents-là que ça tient, et à leur sens du service public. Oui, mais qu'on finance les hôpitaux, les écoles. Les hôpitaux, les écoles. Rappeler à quoi ça sert un impôt, quand même. Exactement. Et donc là, ils se retrouvent il y a une perte de sens du travail, le sentiment de ne plus pouvoir bien faire leur métier. Et c'est un des facteurs des RPS maintenant. Il y a des sociologues et des risques psychosociaux. Des risques psychosociaux. J'ai failli, mais Pierrick était plus tôt. C'est vrai, excusez-moi. Donc les travaux de Thomas Coutreau et Coralie Pérez qui ont beaucoup bossé là-dessus pour montrer que la perte de sens de travail, c'est un des facteurs des risques psychosociaux, et donc conditions de travail dégradées, quoi. Dans un environnement dégradé, où il y a eu beaucoup de suppression d'emplois, des restructurations. Et pour une efficacité, on en a un peu parlé tout à l'heure avec le contrôle, mais qui est du coup peu prouvé, quoi. Enfin... Alors, je peux juste... mais l'efficacité, c'est juste incroyable. Il n'y a absolument aucun audit fait par des acteurs, même par la CNIL. En fait, tout se joue en amont des projets, dès la phase de cadrage et dès le financement, parce qu'il faut ce financement-là. Donc c'est là où on a éventuellement, on peut avoir les bilans, mais nous, les organisations syndicales, on les a pas. Mais par contre, tester l'efficacité des projets, ça a été pointé par le rapport du Sénat aussi, comme quoi les indicateurs n'étaient pas adaptés, qu'il y avait un pilotage déficient aussi. Il n'y a pas de gouvernance au niveau des projets d'IA, au niveau notamment ministériel. Il n'y a pas l'expression des besoins. Les ETP qui ont été fléchés, en fait, c'était fléché au doigt mouillé. Équivalent temps plein ETP, c'est ça. Ouais, merci, désolé. C'est fléché au doigt mouillé. On pourrait peut-être maintenant voir si, avec des agents, en fait, il faudrait voir ça. Est-ce que si on avait payé des fonctionnaires pour faire la même chose, par exemple, reconnaître, faire de la détection de piscine, les levées de saisie sur le terrain, est-ce que ça coûterait plus cher que le foncier innovant, quoi? Pas sûr. Il y a le chat qui pose une question. Pour moi, les robots ont remplacé le travail des ouvriers et l'IA va remplacer le travail des cadres et autres métiers qualifiés, graphistes, traducteurs. Mais le résultat est le même, transformer du travail vivant en travail mort pour le profit des capitalistes. Êtes-vous d'accord avec cette analyse ? Ouais, là je reconnais alors la patte, c'est marxiste derrière. Sûrement. Je crois. Évidemment, alors moi je retiens. Alors nous, suppression, encore une fois, remplacer le travail humain, machine, non. C'est malheureusement. L'idée qu'il n'y aura plus que des robots, qu'on fera rien, ou l'idée qu'il n'y aura plus que des robots et qu'on fera autre chose, c'est surtout notre travail va être dégradé, va devoir s'adapter à la machine. C'est ce que nous on constate et c'est ce que les agents sur le terrain nous disent. Il y a un management algorithmique, c'est-à-dire vraiment c'est l'algorithme qui dicte la cadence du travail. On est sur du taylorisme. En fait, on connaît ces logiques-là. C'est pour ça que j'aime bien la citation travail vivant, travail mort, parce que ça renvoie à ces logiques tayloristes aussi, et aussi de propriété de son outil de production. Bon, je développe pas parce qu'on va partir dans d'autres analyses, mais par contre, ce que j'aime bien, c'est capitaliste. Effectivement, l'IA telle qu'elle est déployée dans nos environnements administratifs, mais aussi dans notre quotidien, elle repose sur l'exploitation d'humains avant tout, et sur l'exploitation des ressources de notre planète. Ça aussi, ça peut vous paraître peut-être, pas à propos, mais nous, dans les groupes de travail de ça, on rappelle qu'en fait, ces technologies-là ne sont pas neutres. Donc d'un point de vue travail, évidemment, impact sur l'émission et conditions de travail, mais d'un point de vue environnemental. Et là, pareil, on va le faire, mais parce qu'on n'a pas encore le cadre pour savoir comment on peut les demander, mais on va demander, en plus des études d'impact sur les conditions de travail qu'on a demandé dans nos instances, la formation spécialisée, donc ces instances où on peut demander ça à notre administration, qu'elle les finance, et avec l'ANACT, qui est national pour l'amélioration des conditions de travail. Très bien, merci. Et l'INRIA, l'Institut national de recherche et d'informatique appliquée, peut-être, mais en tout cas des organismes publics plutôt neutres, on va dire, même s'il y a un contrat avec l'administration, mais qui vont aider à faire ces études d'impact-là.
sur les conditions de travail, eh bien, on va demander aussi les études d'impact environnemental. Ouais. Parce que il faut qu'on mette ça dans la balance actuellement. Voilà, je peux faire long. Non, mais t'as raison. Et moi, je rebondis sur le travail morne, parce que j'aime bien cette notion, et c'est aussi le fait que il y a une perte de sens, mais aussi de savoir-faire finalement. Enfin, du coup, moi, j'insisterais plutôt sur le côté un peu aliénant de la chose, parce que finalement, le travailleur perd son autonomie à partir du moment où la machine lui dit quoi faire, et puis sur la totalité de son métier, c'est la machine le tronçonne finalement le métier, et lui prend des bouts de ce qu'il doit faire, et finalement lui-même se voit cantonné à des tâches. Et du coup, effectivement, c'est vraiment un retour en arrière sur la pensée du métier. Et c'est aussi ça qui est inquiétant. Et sur certains, il citait le métier de graphiste. Alors, c'est un autre sujet, mais c'est assez juste parce que il y a un vrai risque d'oubli de savoir-faire dans ce métier. Et je ne sais pas s'il y a un vrai risque peut-être aussi d'oubli du savoir-faire chez les géomètres, peut-être à terme, parce que c'est quelque chose, si on n'en a plus besoin si on estime qu'on n'en a plus besoin, si le patronat estime qu'on n'en a plus besoin dans ces 10 prochaines années, ce sera plus enseigné. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, on se retrouvera aussi à ce qu'il n'y ait plus personne qui est capable de programmer une machine pour le faire. Mais ça sera... On pense aussi aux doubleurs et aux doubleuses aussi, c'est le même genre de... Traducteur. Ce que tu pointes là, c'est super intéressant. Ouais, le côté... sur le... Pardon, j'ai perdu le fil. L'aliénation. Oui, l'aliénation, la perte de savoir-faire et d'expertise, effectivement, c'est un des effets. Alors nous, c'est vrai que ce sont surtout les agents expérimentés qui ont des résistances face si technologiques, puisque du coup, ils ont plus vraiment ces marges de manœuvre pour faire valoir leur technicité, leur expérience. Et c'est vrai que sur les nouveaux nouvelles agentes, un peu moins de résistance, et peut-être même l'outil parfois pourrait aider. Il y a cette perception un peu différente. Alors évidemment, avec tous les biais peuvent embarquer ce type de techno, et aussi le biais je pense, d'automatisation, c'est-à-dire de faire plus confiance au jugement de l'IA, au résultat de l'IA, qu'à son propre jugement, et du coup d'arriver à une autocensure, et a fortiori dans notre contexte managérial où l'IA est un objectif en tant que tel et pas un moyen. C'est-à-dire que est-ce que je prends le risque de dire que la décision de l'IA ou la réponse qu'il m'a apportée, non, elle n'est pas bonne, je vais la remettre en question, et du coup je vais devoir justifier derrière, et de ça. Et alors que les objectifs c'est du quantitatif, bah non, il va y avoir du clic-clic. Et derrière, oui, peu à peu, c'est bien le risque de perte de savoir-faire qui est clairement pompé. Ça aussi, les IA, ça repose sur la collecte de données et le pompage c'est même plus, c'est du pillage de savoir-faire. On l'a vu avec aussi ChatGPT sur toutes les œuvres, tous les textes, sur la presse, sur les blogs, sans consentement des auteurs. Toutes ces données-là sont aspirées et servent de corpus pour les entraînements. Et là, c'est pareil. On demande aux agents, par exemple, de traiter des listes d'erreurs, d'anomalies. Pourquoi ? Parce que derrière, en traitant les listes d'erreurs et d'anomalies, ça permet de calibrer, de rectifier les résultats de la machine. Donc il y a besoin de l'humain pour ça, mais à terme, on voit bien que sur certaines tâches spécifiques, une des grandes inquiétudes de nos agentes et agents, c'est qu'effectivement, ils seront remplacés peut-être par la machine. Là, je rejoins donc dans le chat. Il y aura toujours besoin de travail. Ils feront autre chose autrement. Mais voilà, il y a effectivement un risque de perte de... Et du coup, en un sens, vous bossez gratuitement pour améliorer les outils de Capgemini. C'est pas bien de dire ça comme ça. C'est pas bien de dire ça. C'est brutal. Mais oui, il y a c'est cynique. C'est-à-dire qu'on a même des agents, enfin la plupart d'ailleurs, ont analysé le fait qu'ils scient la branche sur laquelle ils sont assises. Bien sûr. Ils rectifient les erreurs de l'IA qui prochainement fera le travail à leur place ou autrement. Voilà. Mais, c'est une bonne transition. Oui, pardon, vas-y. Non, mais juste pour pas qu'on croie qu'on est vraiment technophobe, c'est-à-dire que moi je pense... Non, mais vraiment, c'est-à-dire que si on avait associé dès le départ l'agent à son outil de travail, qu'on valorise son expertise, qu'on lui dise, toi tu sais faire ça, comment cet outil pourrait t'aider dans ton quotidien et tout. Si vraiment il y avait ce travail-là fait d'association et aussi de communiquer information, consultation avec les représentants du personnel, le numérique, il y
y a plein de projets qui sont émancipateurs pour Carrément. les utilisateurs et utilisatrices. Donc voilà, nous on n'est pas contre, on sait qu'on peut faire autrement. Peut-être qu'on appellera ça autrement IA. Là on buzz en 2024 avec le terme d'IA. Entre nous, il y a 5-6 ans c'était les algorithmes, il y a 10 ans on appelait ça le big data, voilà, les systèmes experts un peu avant. Donc on voit bien que voilà, on est sur des logiques... Oui, on est tous d'accord pour moins travailler. Pour mieux travailler. Pour mieux travailler. Ouais, Et oui, ça pose un problème de qui commande ces outils et dans quel but. Le but, c'est pas de partager le temps, enfin de pas gagner du temps et de partager les profits, quoi. Non. et quels intérêts ils servent. Et quels intérêts ils servent, exactement. Oui, tout à fait. Et du coup, question, tu l'évoquais un peu, mais quelle marge de manœuvre, en fait... donc, en gros, vous n'avez pas du tout été consulté pour l'implantation... Enfin, je dis vous, c'est les travailleurs, hein, pas que les syndicats. Ouais, syndicats et travailleurs. Syndicats et travailleurs. Pour la mise en place de ces systèmes d'IA, vous n'avez pas été associé, on ne vous a pas demandé vos besoins, en quoi ça pourrait vous aider, etc. Et est-ce que maintenant vous êtes associé sur leur amélioration ? Je sais pas, l'autre fois en discutant avec Damien, il me disait que le système de contrôle déclenchait des alertes souvent avec les assurances, parce que c'est des entreprises qui recueillent, enfin qui doivent accumuler beaucoup de fonds en perspective de risque, et puis du coup des provisions. Ouais, qui font beaucoup de provisions, pardon. Du coup, l'IA dit que c'est une anomalie, et du coup il dit mais bon, c'est une assurance, au bout d'un moment il faudrait pouvoir dire non mais on arrête quand c'est ça, enfin arrêter de mobiliser des agents parce que pour toujours le même schéma, quoi. Ouais, typiquement là ça a été détecté en tant que potentielle fraude parce qu'ils font des provisions, donc des retenues d'argent et tout. Mais pourtant c'est lié à la nature même de leur activité, les assurances. Et ce truc-là, typiquement, les agents se retrouvaient avec une liste d'assurances à traiter, alors que il n'y avait pas lieu dès le départ, comme ils auraient pu, s'ils avaient demandé, parce que ce sont des data scientists en fait dans des bureaux en centrale, qui normalement sont en lien avec quelques personnes du métier. Mais s'ils avaient vraiment été au bout de la chaîne de travail, demander et avoir le retour, ça aurait évité d'envoyer ces listes-là à traiter, voilà. Ouais. Et donc, alors, nous, l'administration nous dit qu'elle associe le terrain. A priori, il y a des remontées dans l'autre sens. Les agents qu'on a interrogés, parce qu'on a aussi... Alors, on a fait la grande enquête là, avec 4000 réponses, mais on a aussi fait des entretiens plus individualisés où vraiment... Là, ils pouvaient nous parler de l'IA au quotidien et de toutes leurs inquiétudes, leurs craintes. Et c'est là où on a vraiment ressenti, je ne vais pas dire la passion, mais c'est vraiment les agents veulent bien faire leur métier, quoi. Leur mission. Et quand ils se retrouvent avec des listes qui sont incohérentes et qui se disent qu'en plus c'est un objectif en tant que tel, c'est-à-dire que ils vont devoir se mettre en ordre de bataille pour faire ça au détriment de la programmation, par exemple, sur le terrain ou le contrôle sur terrain, ça renforce leur sentiment d'absurdité, de perte de sens du travail. Et vous avez moyen du coup d'améliorer, d'avoir un droit de regard? Alors nous, je vais te dire clairement, on se contente pas du dialogue social des miettes qu'on nous laisse. Oui. C'est-à-dire dans les GT, les groupes de travail, avec l'administration. Donc on est en lien avec, par exemple, on a vu le numéro 1 sur le foncier innovant. On a déjà eu des discussions sur le sujet. On a des visions carrément différente du service public, de ce que doit être le service public. Là où eux, ils délèguent un pan à des prestataires privés pour le faire, et en affichage, ils disent qu'il faut réinternaliser. C'est-à-dire que chez nous, on doit pouvoir faire... donc on prend les prestataires au début, et après, on doit pouvoir le faire en interne, avec nos propres compétences. Ça, par exemple, c'est juste un affichage de valeur. Nous, systématiquement, on leur dit, à ce moment-là, faites une filière interne de formation aux outils de data science, qu'on ait nos propres data scientists, par exemple, ou data engineer, ou tous ces gens-là qui ont possession de ce savoir, mais ça ne suit pas, par exemple. Donc ça, on leur met systématiquement. On leur demande systématiquement les cartographies de tous les projets des systèmes d'intelligence artificielle, ou des projets numériques emblématiques. On a à chaque fois des cartographies qui sont lacunaires, elles n'y sont pas toutes. Dernièrement, je peux vous citer... le dernier projet e-contact LLM, qu'on évoquait au début, qu'on évoquait au début. Les réponses automatiques, plus ou moins automatisées aux 12 millions de mails que les usagers posent sur impôt.gouv. Donc là, ils sont revenus parce que il y a eu alors il faut que j'explique un peu le contexte.
Il y a eu le projet GMBI, Gérer mes biens immobiliers. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais en fait, c'était une démarche administrative en même temps que l'impôt sur le revenu pour les propriétaires pour déclarer leurs biens en ligne et le nombre d'occupants et tout ça. Alors, tout se faisait démarche en ligne. Tout se faisait donc numérique. Il n'y avait pas d'accusé réception pour savoir si la démarche était bien faite. Il n'y avait pas de courrier. Enfin, t'étais mal anticipé. Et ça n'a pas loupé. Ça a donné plus ou moins un fiasco. On en avait averti l'administration. Mais il y a eu, donc, ça a été même qualifié dans les médias de fiasco. Et du coup, on s'est retrouvé avec des services d'assistance engorgés, notamment par les mails et par le téléphone. Puisqu'on a des centres de contact qui gèrent les mails et les téléphones, comme des centres d'appel. Et donc ils se sont retrouvés avec un flux croissant de demandes d'assistance là-dessus. Et ils se sont dit, là, vu qu'il y a l'IA générative qui est aussi un bon moyen de moderniser l'action publique, et que ça serait bien de se mettre là-dessus, ils se sont dit on va utiliser les LLM pour faciliter le traitement de ces demandes en proposant donc un moteur de recherche, je rentre pas dans les détails, mais qui permettrait pour l'agent de répondre aux demandes des usagers et des usagères sur un ensemble de questions, mais là ils l'ont entraîné spécifiquement sur les questions de GMBI. Gérer mes biens immobiliers. Par exemple, comment je fais pour déclarer ma maison, trucs comme ça. Ils ont fait ça avec le modèle de Facebook, qui est open source, en test, Llama, et ils ont eu 70% de mauvaises réponses. Je reviens à mon groupe de travail où on a demandé où en était l'état d'avancement de cette expérimentation, dont on avait eu vent, en fait, via un webinaire. C'est-à-dire, c'est pas l'administration qui nous a donné les infos, on s'est procuré le lien par un journaliste. Du webinaire où l'administration a annoncé ce projet-là avec de l'IA générative et l'achat de GPU, puisqu'il faut faire tourner ça avec des puces GPU et ça représente un investissement important. C'était il y a 1 an. En groupe de travail, on lui demande, il nous dit non, c'est un projet qui marche pas bien, c'est à l'état expérimental, non, franchement, c'est pour ça qu'on vous l'a pas présenté. 1 semaine plus tard, Damien m'envoie le lien, parce qu'on fait de la veille dans nos modes d'action syndicale, on est obligé pour aller chercher l'info de faire de la veille. Et on a reçu les derniers lauréats du FTAP, donc des projets qui touchent les investissements publics pour pouvoir faire de l'IA. Et dedans, patatras, qu'est-ce qu'on trouve ? Contact LLM. D'accord. Alors le montant est dérisoire pour l'instant, c'est 100 000 €. Si j'ai bien lu, parce que des fois quand il y a trop de zéros, moi j'ai pas l'habitude, mais là c'est 100 000. Et ça correspond sans doute à l'achat des cartes graphiques. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles, ils les récupèrent sur Internet, ils sont open source, entre guillemets, et ils les font tourner sur nos serveurs à nous. Il y a cette volonté-là que ça soit de l'IA générative souveraine. Qu'on ne dépende pas d'un acteur privé comme OpenAI pour ChatGPT. Et ils vous ont pas mis le nombre d'équivalents temps plein supprimés Non, alors là, on a ce qu'on appelle les lauréats FTAP et on attend avec impatience alors, j'espère qu'ils ne suivent pas l'émission. Les avis d'Inum, c'est là-dedans que la direction interministérielle du numérique dit go ou pas go le projet. Et c'est là-dedans qu'ils flèchent les emplois. D'accord. Ça vous va si on est encore ensemble pendant une dizaine de minutes ? Ça vous va, ouais. Très bien. J'ai peut-être dérivé sur ta question. Non, pas du tout, parce que ça m'a fait repenser, parce que j'avais noté, donc pour le foncier innovant, il fallait supprimer 300 ETP, mais pour c'est quoi CFVR ? Donc ça, c'est le contrôle fiscal. C'est la détection de contrôle fiscal, c'était 500 ETP, 34,5 millions d'euros de coûts. Et c'est marrant cette manière de faire, c'est-à-dire un projet, un coût, une suppression, un montant de suppression de postes. Je trouve ça assez fou. C'est une logique budgétaire. Dans le public, quoi. C'est-à-dire, c'est des logiques de rentabilité. C'est-à-dire, on met cet outil-là, on enrobe, on dit qu'il va aider l'agence, un outil d'aide à la décision, tout ça. Mais derrière, si on regarde la genèse, c'est vraiment ça. Ça supprime des emplois. Par contre, sur le cas particulier du contrôle fiscal, il faut savoir que c'est une des missions qui est plus ou moins préservée en tant que suppression d'emplois, voire même ils font des redéploiements d'emplois sur cette mission-là, peut laisser penser que en fait l'IA marche pas tant bien que ça, que finalement il y a encore besoin pas mal d'humains. Donc là où ça devait supprimer par exemple ces 500-là, ils ont revu les trucs à la baisse, mais bon pareil, il n'y a pas d'audit, il n'y a rien qui vérifie si le système est efficace, vraiment, réellement, si on pouvait vraiment supprimer ces 500. En tout cas dans le chat on confirme ce que tu dis en tant que data scientist, je confirme que c'est l'essentiel d'être avec les gens de terrain pour faire des bons algos. On peut pas se passer de l'un et de l'autre. Et du coup pour amener vers
vers la fin, j'aimerais du coup t'amener sur un sujet un peu plus, je sais pas si syndical, mais comment est-ce que du coup première question, est-ce que du coup le dialogue social aujourd'hui, que ce soit à la DGFiP ou plus généralement, est adapté à ces nouveaux outils, à ton avis? Alors, très bonne question. L'IA, l'objet IA en tant que tel, était absent total du dialogue social. Ouais. C'est nous, organisations syndicales, et alors je peux faire un peu de promo, Solidaire Finances Publiques, qui l'avons porté, mais on le porte aussi en intersyndical maintenant. Mais c'est des sujets où l'administration, c'était même pas à l'ordre du jour de nos instances. Donc déjà, rien que de le fait de demander l'inscription de ce sujet-là, d'avoir un panorama, un état des lieux de ce qui est fait, de demander les études d'impact, comme on a dit tout à l'heure, sur les conditions de travail. Voilà, on essaie d'investir nos instances de dialogue social pour en faire un sujet central majeur, puisqu'on le voit, ce sont derrière des logiques de... En fait, pour nous, c'est un sujet éminemment politique et absolument pas technique. On veut pas se faire enfermer dans le qu'est-ce que l'IA, tout ça. On voit bien que ça évolue tout le temps, les technos évoluent tout le temps, que la sémantique évolue tout le temps. Et donc voilà, on se laisse pas faire, on déborde même des instances. On a fait un travail en collaboration avec l'Institut de la recherche économique et sociale, donc avec Odile Chani, que tu connais, et avec d'autres organisations syndicales sur comment faire de l'IA un objet de dialogue social, technologique on appelle ça. Donc, comment faire pour que toutes les parties prenantes, aussi bien l'administration, mais aussi bien que les éditeurs de logiciels, les fournisseurs sur étagère, puissent avoir un document unique, par exemple, pour parler de la même chose et avoir toutes les infos concentrées là-dedans. Donc, parce qu'on se rend compte techniquement qu'en gros, il y a je sais pas, pour schématiser, il y a un Google qui arrive, ou un Capgemini qui arrive, en disant « on a un super projet, on va vous faire... économiser de temps, vous allez pouvoir supprimer 500 emplois. Ça se refuse pas. Ça se refuse pas. Mais le patron, techniquement, lui, comprend très mal les conséquences, comprend mal ce qu'on lui dit, c'est enrobé de gros mots, et on lui vend ce projet. Donc derrière, c'est très compliqué pour les organisations syndicales de comprendre ce qui se passe quand ils vous les présentent, parce qu'ils n'arrivent des fois pas à comprendre que c'est il faut qu'ils intègrent, que le patronat intègre que c'est un changement énorme des conditions de travail, donc que ça doit être absolument présenté en infoconsulte au minimum. Et du coup, il y a ce côté où, en plus, des fois, je sais pas quels interlocuteurs vous avez à la DGFiP, mais vous n'avez pas forcément, en plus, des gens capables de répondre à vos questions. C'est une très bonne remarque. On se retrouve... Alors, au début, on se retrouvait avec les bureaux métiers, donc c'est-à-dire ceux qui sont en charge du pilotage de la mission cadastrale, du foncier, de la fiscalité. Mais donc, quand on posait des questions sur ces projets-là, ils bottaient en touche et ils bottaient sur l'informatique, sur les bureaux informatiques. Quand on avait des GT informatiques, groupe de travail informatique, ils bottaient sur les ping-pong sur les bureaux métiers. Du coup, on a demandé, déjà, on a eu gain de cause, à avoir des GT mixtes, où il y ait bureau métier et informatique. Il y a aussi d'autres acteurs comme la direction à la transformation numérique, qui concentrent un certain nombre de data scientists de la DGFiP, et c'est eux qui font qui conçoivent aussi la plupart des projets. Ensuite, on n'a pas forcément plus d'informations, mais toujours pas en fait. Il y a effectivement ce savoir-faire qui est concentré plutôt dans les bureaux de conseil, les cabinets de conseil, je veux dire, type Soprasteria, Capgemini, CGI, Foraltran, tout ça. Et ce savoir-faire-là, on va pas se mentir, nos décideurs publics, ils comprennent pas grand-chose non plus. D'où les fiches parfois qu'on a. J'aurais dû venir avec. Vraiment, la prochaine fois, il faut qu'on le fasse. On a eu une fiche où un jour, ils nous ont montré une fusée. C'était un dessin d'une fusée bleue avec plusieurs étages et un langage abscon. Et ça devait représenter le projet. Donc, c'est un projet de transformation numérique juridique, du métier juridique. Il y a un gros projet derrière. Je ne développe pas ici, mais ça devait, pour nous, les syndicats, on devait comprendre ce qu'ils voulaient nous dire. Donc, autant vous dire que ce n'est pas l'administration qui avait fait ce schéma-là. Hein. C'était un cabinet de conseil. Donc, on a des copier-coller même. Pareil, on a fait des fouilles sur les GT d'il y a 8-9 ans, puisqu'à la DGFiP, on a des projets d'IA qui datent. Et on a retrouvé des fiches d'il y a 8-9 ans avec des copier-coller du contenu qui correspondent à celles de maintenant. Donc on est vraiment... Effectivement, on ne parle pas forcément la même chose, ils n'ont pas forcément la connaissance.
D'où le projet d'IALIA avec Odile. Ouais. On a abouti d'un Qui reste, ouais. un outil concret, donc un registre des SIA, ça s'appelle. C'est une sorte de tableur, on va dire, qui pour un projet d'IA recense toutes les informations, financement, tous les acteurs, la chaîne de sous-traitance, la fameuse, les risques aussi, puisque donc ces technos, on n'a pas trop parlé, mais embarquent évidemment des risques de biais, risques d'explicabilité, là où nos collègues ont été vraiment confrontés, il faut que je vous le cite en exemple, sur les dépenses de factures. Là où avant, des factures étaient validées, il n'y avait pas de souci, elles deviennent problématiques, l'IA les détecte, et d'un coup, les agents doivent vérifier les factures de dépenses de carburant, par exemple. Donc ce sont les ambassades, ils ont des dépenses de carburant, et nous, à la gestion publique d'État, on doit valider, l'IA a détecté toute une liste. Eh bien, les ambassades ont appelé et ne comprennent pas pourquoi, parce que d'habitude, ça posait pas de souci. Et l'agent, derrière, a aucun moyen d'expliquer la décision de l'algorithme. Donc ils ont essayé de faire remonter par la hiérarchie, qui elle-même a joué le jeu. La hiérarchie, souvent, elle est démunie aussi, elle n'a pas plus d'infos en vrai. Et bien derrière, c'est un acteur privé qui développe ça, c'est un prestataire privé, qui a la connaissance de comment les critères sont retenus, et impossible d'expliquer, donc problème pour la mission de service public. Pas pouvoir expliquer la décision d'un algorithme, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Peut-être dernière question, et moi j'en ai une, il y a un truc qui m'a marqué tout à l'heure, tu as dit que ça ne tient que par la bonne volonté des agents. La semaine dernière, il y avait une grande mobilisation de toute la fonction publique. Est-ce que toi qui travailles aux impôts, est-ce que finalement c'est la même chose que les gens qui travaillent à l'hôpital, les gens qui travaillent dans l'éducation, etc. Est-ce que en fait, ce que tu racontes là, c'est pas aussi les conséquences d'un rejet du service public par le gouvernement? Oui, clairement, ça s'inscrit dans les logiques néolibérales de destruction du service public. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais les autres secteurs, privés, publics, éducation nationale, les hôpitaux, les PTT, enfin la Poste, pardon, les cheminots sont aussi touchés par ces logiques de suppression d'emplois, rationalisation, tout ce truc-là. Et ce qui fait qu'on voit aussi des projets d'IA chez eux. Je n'aurai pas le temps de développer, mais on travaille aussi en interpro avec notamment, on a une commission intelligence artificielle là, avec qui il y aura Sud PTT, il y aura Sudrail, et on voit les mêmes logiques à l'œuvre dans ces structures-là. Ce sont des prestataires privés qui déploient ces projets. Derrière, il y a systématiquement des suppressions d'emplois. Je pense à Solidaire Informatique aussi, qui se sont battus sur Inclusive, où du jour au lendemain, ils ont eu alors ils appellent ça PSE, mais comment on peut dire, un plan de licenciement. De la moitié des effectifs parce que l'IA arrivait. Et donc oui, ça s'inscrit dans ces mêmes logiques-là, et il est nécessaire donc de faire du lien et de vraiment travailler, mutualiser avec les autres métiers, les autres secteurs, évidemment. Eh ben, merci beaucoup. Je peux rebondir dernière question là-dessus. Allez, dernière question, mais toute dernière, Pierrick. Parce qu'il y a je rebondis sur les camarades d'Inclusive, parce que c'est quand même... en gros, ils sont fait licencier soi-disant par une IA, mais en fait, l'IA n'existait pas vraiment. Et du coup, derrière question, c'était quand même un prétexte. C'est une délocalisation à Madagascar. Et derrière question un peu plus ouverte, du coup, est-ce que, notamment en prenant cet exemple-là, est-ce que peut-être que ça va... Enfin, tu me dis si ça te met en difficulté, mais est-ce que Coupé. le devoir de vigilance, ça te semble un outil syndical pertinent dans ces cas-là? Parce qu'à un moment, il y a... Est-ce que, du coup, il est facilement utilisable? Parce que là, on se dit à la Direction Générale des Finances Publiques, quand ont-ils su qu'au bout de la chaîne du foncier innovant, il y avait des travailleurs malgaches qui travaillaient dans des conditions pas forcément déclarées? Et là, techniquement, c'est la DGFiP qui est donneuse d'ordre et qui est responsable au nom du devoir de vigilance. Donc est-ce que... Alors, Alors pareil, c'est vrai que ça soulève la question de la responsabilité juridique, aussi bien pour les décisions d'algo, mais aussi bien pour la chaîne de sous-traitance, là en l'occurrence. Sur la loi qui impose le devoir de vigilance, moi honnêtement, je suis un peu light là-dessus. J'ai vu qu'on pouvait le mobiliser, mais je ne sais pas dans quel
C'est encore jamais été voilà, fait. ça n'a jamais été ouais. fait, mais c'est évidemment que l'outil juridique est un levier d'action pour nous et que voilà, si on peut forcer l'administration à s'expliquer sur le choix, il semblerait quand même qu'ils étaient plutôt, il semblerait qu'ils avaient plutôt pas connaissance quand même de cette externalisation et sous-traitance voilà, à des travailleurs précaires. On peut penser qu'ils sont de bonne foi, mais ouais, l'outil juridique, nous, on prend tout quoi.